Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode sur notre série sur Educazou. Alors, je me présente, je m'appelle Joanie Asselin, je suis biologiste et propriétaire chez Educazou. Donc, Educazou qui existe depuis maintenant près de 22 ans. Alors, j'ai débuté toute jeune dans Educazou, puisqu'aujourd'hui, on va parler de l'évolution. Alors, moi, j'ai vraiment vécu l'évolution complète de l'entreprise. J'ai réalisé mon baccalauréat et ma maîtrise en biologie à l'Université de Montréal et j'ai pris la relève de l'entreprise il y a bientôt quasiment 8-9 ans. Ça va vite, Roxane! Effectivement. Roxane qui est avec moi parce que Roxane aussi qui est vieille. Ouais, je suis une vieille de la vieille, on peut dire ça effectivement. Donc, Roxane Brunel, biologiste et directrice scientifique chez Educazou. Donc, j'ai aussi fait mon baccalauréat à l'Université de Montréal. Et, en biologie, mais en physiologie. En physiologie. Moi, je me suis spécialisée un peu sur ce qui se passe à l'intérieur des petits animaux. Ça fait en sorte qu'on se complémente bien. On a des cas particuliers, Joanie et moi. Et ça fait presque 10 ans, en fait, que je suis chez Educazou. Je suis sincèrement, activement à temps plein, là, la deuxième plus vieille de la gang. Après toi, évidemment. Puis après, Sylvain, bon, dans le fond, je suis comme la quatrième. Dans le fond, il y en a une couple d'autres, mais bon, ça, on le dira pas. Les fondateurs, ça compte pas. Mais tu as vraiment vécu l'évolution d'Educazou qui a vraiment énormément changé au cours des années. Là. Ouais. Si on monte il y a 22 ans, c'était pas du tout la même histoire. Là. Non, puis si je me trompe pas, tu avais pas mal les animaux dans ta maison. Là, on voit qu'on a un beau décor, un beau sanctuaire derrière nous, mais ça n'a pas commencé comme ça. Ça n'a pas commencé aussi gros. Les premiers rats puis les premiers furets d'Educazou, ils étaient dans ma chambre. OK, on était à ce niveau-là. J'avais comme 14 ans à peine. J'avais les furets qui étaient avec moi. Dans le temps, on en avait deux. C'était Carpette et Moustache. Ouais. C'était vraiment des pionniers de nos furets que j'ai découvert qu'on pouvait, dans le fond, j'ai fait les tests pour découvrir qu'on pouvait dresser un furet parce qu'avant, ça se faisait pas. Et maintenant, les mascottes chez Educazou, tout le monde le sait, ce sont nos furets. Ils sont tous dressés en entraînement à faire des tours. Donc, moi, dans le temps, j'ai fait les tests de est-ce que c'est une Cheerios qui fonctionne? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Puis, j'avais beaucoup de temps, donc je me suis gâtée. Alors, c'est ça. Donc, ça a commencé que les furets et les rats étaient dans ma chambre. On avait peut-être une dizaine d'animaux. Mon père il est encore, là, mais toujours été passionné des animaux, puis il était pompier, donc il y avait beaucoup de temps pour lui. Oui. Fait que c'est ça qui était génial parce qu'il pouvait vraiment pratiquer sa passion, puis transmettre ça à sa famille. Ouais. Donc, dans le temps, c'est lui qui a commencé à s'habiller en safari explorateur, à commencer à animer pour des écoles puis des gens de sa famille. Puis finalement, la demande a été grandissante, tellement que ma mère, elle a lâché son emploi. Qui est devenue comme vraiment Madame Bébite, qu'on l'appelait. Oui, c'est vrai. Il y a même eu des articles de journaux sur, justement, le Jungle Man, qu'on appelait Sylvain, Madame Bébite. Puis Madame Bébite. Puis dans le temps, nous, on les suivait. Là, donc, j'avais même pas mon permis de conduire que j'animais avec eux dans les kiosques, dans les festivals ou même dans les écoles. J'avais pas mon permis de conduire. Des fois, je partais avec un animateur. Puis littéralement, j'étais la deuxième animateur qui arrivait à l'école ou à l'institution, je prenais mon groupe à charge. J'ai une question, tu n'avais pas de l'école, toi, dans ce temps-là? Les journées pédagogiques, des choses comme ça. Non, j'ai jamais manqué de l'école pour ça. Bien mentionné. Puis, ça a commencé très, très jeune parce que j'ai commencé à faire de la route. Donc, être animatrice naturaliste, je fais ça depuis très longtemps. Tu as ça dans le sang? J'ai ça dans le sang. J'ai vieilli là-dedans. J'ai grandi là-dedans dans une famille qui était vraiment passionnée à la fois des animaux, mais également d'éducation. Puis, je pense que c'est là-dedans que moi, j'ai vraiment poursuivi. Puis, j'ai apporté tout le volet biologique qui était pour moi tellement important parce qu'on a quand même une grande mission de protection des animaux aussi. Oui, tout à fait. C'est un peu ce que toi, tu fais dans ton poste aussi pour t'assurer que tous les animaux manquent de rien, mais aussi éduquer, là. Ouais. Il y a les posts Facebook. Les posts Facebook, les thématiques qu'on met sur pied aussi. Il y a une grande partie de ces thématiques-là qui rejoignent le programme Culture à l'école. Ouais. Donc, dans chacune des thématiques, on va chercher vraiment des objectifs d'apprentissage. Donc, selon les niveaux scolaires, il va y avoir des informations particulières qui vont être mentionnées avec nos animaux. Donc, on fait vraiment des liens là, c'est senti concerné. On fait vraiment des liens avec nos animaux. Puis, en même temps, oui, on a la grosse partie de l'éducation, évidemment. Par exemple, la thématique hiver, on va parler du poil du chinchilla, mais on a une grosse partie de sensibilisation aussi qu'on va aller faire, là. Oui, parce que dans le fond, le but, c'est vraiment d'apprendre en s'amusant. Puis quand je retourne dans notre temps, bon, c'est sûr, dans le temps, il n'y avait pas plein de thématiques comme ça. C'est vraiment arrivé plus tard avec justement mon côté biologiste, puis après ça avec toi qui est arrivé comme directrice scientifique. Gestionnaire au départ, puis maintenant directrice, puis maintenant, je pense pas que tu aurais pu dire il y a 10 ans que tu allais gérer une équipe aussi grande d'animaliers et d'animateurs naturalistes scientifiques maintenant. Effectivement, mais en fait, quand je suis rentrée en juillet 2013 chez Educazou, évidemment, j'ai commencé comme animatrice naturaliste, là, comme tout le monde. T'étais étudiante. J'étais étudiante au cégep, effectivement.
Puis, le gros de ma job, c'était de se faire des fêtes d'enfants. Puis l'été, on faisait les camps de jour et tout. Je me souviens même, les premiers camps de jour animaliers que je faisais. Les camps de jour, on le sait, là, animaliers, c'est sur 5 jours, 4 jours, on revoit le même groupe et tout. Je me suis inventé des jeux pour entertainer les enfants pendant 2-3 heures. Puis ça, avant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de thématique particulière qui était montée. Puis, en ayant fait ça pendant plusieurs années, ça m'a permis d'évoluer, justement, de créer ça, ces thématiques particulières-là. Puis là, cet été, on a eu un super David qui est rentré en poste et justement qui a pris cette gestion-là des camps de jour animaliers. Est-ce que tu pensais, quand tu as commencé à 14 ans, là, qu'un jour, tu aurais 40 employés dans l'entreprise? Jamais. Tu sais, les gens me disent tout le temps, « Oh mon Dieu, est-ce que tu réalises à quel point ça s'est développé, à quel point… » Mais on dirait que moi, je suis tellement fière de ce qu'on accomplit au quotidien, puis je suis tellement fière de créer de l'emploi, puis de créer… Moi, je me rappelle, là, j'avais plein de collègues en biologie qui disaient « Mon Dieu, j'ai pas de job », mais pas juste ça, également des enseignants. On a beaucoup d'enseignants dans l'équipe. On a des gens qui étaient en finance, qui ont voulu se réorienter, de vraiment pouvoir créer une niche d'emploi pour ces gens-là. Ça, c'est magnifique. Puis oui, c'est sûr qu'en restant ici, je le dis tout le temps, on fait pas notre job quand on reste ici au sanctuaire. Oui, on accueille des animaux. Oui, c'est beau, on leur donne une maison. Mais c'est vraiment en allant sur la route qu'on permet de tisser un lien puis de pouvoir justement animer aujourd'hui jusqu'à 70-80 fêtes par week-end. Mais ça en fait des gens qui sont sensibilisés. C'est ça qui est génial. Puis je me rappelle dans le temps quand j'ai parti les premières thématiques scientifiques dans les écoles. Ça part que je m'en vais un matin, écoute, j'étais jeune, là, je pense que j'étais au baccalauréat en biologie. Là, fait que, pas si jeune que ça. Pas si jeune, mais ça fait un bon moment, là, début vingtaine. Puis je m'en vais dans une classe d'école, puis la professeure, elle me dit, « Mon Dieu, Joanie, il faut que je parle des déplacements des animaux, mais pour vraiment pas te dire qu'une grenouille, ça saute, là, puis qu'un oiseau vole. Je suis pas biologiste, peux-tu m'aider dans cet apprentissage-là? » Puis moi, j'ai animé, j'ai dit, « Ben oui, moi, ça va me faire plaisir. » Puis là, j'ai tellement déblatéré sur plein de choses. Le serpent, les types de reptation, les ci, les ça, les types de vol, le déploiement des ailes. Puis quand je suis revenue chez Educaso, je me suis dit, mon Dieu, ça n'a pas de sens qu'on demande à ces enseignants-là, à ces professeurs-là… De parler de sujets… Oui, qu'on leur demande d'être spécialistes en français, en maths, en sciences. Puis je dis, moi, je suis un baccalauréat là-dessus. Puis il y a des sujets que je dis, mon Dieu, il faut que je me renseigne. Parce qu'on s'entend qu'au niveau des espèces exotiques, il n'y a pas beaucoup de connaissances. Fait que je me suis dit, comment qu'on peut faire pour aider ces enseignants-là? Parce qu'on le sait, qu'ils ont un travail incroyable. Parce que moi, je ne ferais jamais leur travail personnellement. C'est incroyable quand on est dans des classes. Nous, on le sait, la réelle différence puis la réelle charge qu'ils ont. Je me suis dit, comment on peut faire pour les aider? Puis c'est comme ça qu'ils ont commencé les thématiques scientifiques. Dans le temps, on en avait 4-5. Puis maintenant, avec toutes celles que tu développes, on est rendu à plus d'une vingtaine. Puis par niveau scolaire. Fait quand on va au primaire, au secondaire, en présco. Puis maintenant, ces activités-là sont financées par le ministère de l'Éducation pour promouvoir la science. Moi, je suis comme, qui aurait cru qu'au début? Puis tout ça part d'une animation où est-ce que je m'en vais aider un professeur à parler du déplacement des animaux. Tu sais, c'est fou, hein? On a tellement évolué avec les années. Je me souviens aussi quand j'ai commencé… Tu sais, oui, on faisait beaucoup des écoles primaires, justement, les camps de jour et tout. Puis, on a upgradé, si je peux dire. L'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais pas trop, on a commencé à faire les thématiques, justement, pour les secondaires. On est allé chercher vraiment les objectifs d'apprentissage pour les secondaires. Puis, il y a quelques années aussi, moi, j'ai commencé à faire les AEP en soins animaliers. Donc, les formations professionnelles. Parce que ça m'impressionne, là, les formations en soins animaliers, ils sortaient de là puis ils n'avaient jamais vu d'animaux exotiques. Même pas toucher un animal exotique. Fait que ça, c'était quelque chose, là. Fait que d'arriver puis de dire, « Hey, moi, je vais venir vous former là-dessus », puis ça a tellement eu une belle impact parce que cette année, tu en as fait plus d'une dizaine. Oui, exactement. Fait que tous des futurs soigneurs animaliers qui ont au moins, dans leur formation, eu la chance de côtoyer un petit peu ces animaux exotiques-là. Donc, ils s'en vont pas en ne connaissant pas les animaux. Puis aussi, tu sais, on a toutes ces belles thématiques-là, mais moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est qu'on est rendu à près de 500 animaux. Toi, quand t'es rentrée il y a 10 ans, là, on avait quoi, une centaine d'animaux seulement? Oui, exactement. Ben, seulement, c'est quand même bien. C'est quand même beaucoup, effectivement. On a été la maison pour vraiment beaucoup d'animaux. Effectivement, quand je suis rentrée, on était loin de ce qu'on a actuellement, là, autant en termes d'individus qu'en termes d'espèces. Je pense qu'on tournait peut-être autour de 25 à 30 espèces à peu près quand je suis rentrée en 2013. Là, on est rendu à 75, 80 espèces, évidemment. C'est cyclique, là. Il y a des espèces, des nouvelles qu'on va accueillir, d'autres qui vont partir, donc on garde qu'on n'aura plus avec nous. Donc, on a vraiment une belle évolution au niveau du nombre d'individus. On se donne un objectif, à peu près une 50aine
d'adoption par année. Ouais, donc, mine de rien... Puis c'est ce qui est le fun, c'est que parce que quand on a commencé à travailler ensemble, les deux, on travaillait dans une section que mes parents avaient fait, qui avaient aménagé sur mesure. Donc, on l'a fait construire littéralement. C'était annexé à leur maison parce que les animaux, ça demandait du soin en continu, comme aujourd'hui, mais on n'avait pas une aussi grande équipe. Fait que mes parents ont fait construire cette rallonge-là. Moi, je me rappelle, là, j'ai fait les plans avec eux, je peinturais avec eux, on a aménagé tout ça. Ouais. Puis, après ça, quand j'ai pris la relève, moi, j'étais comme, OK, je veux pouvoir en accueillir plus, mais c'est sûr que à chaque fois, hein, Roxane, tu sais qu'on veut un animal, on se dit tout le temps, on a-tu la place? Est-ce qu'on peut bien l'installer? Ça, c'est super important. Puis là, à la fin, je peux dire qu'on était rendu à bout là, de jouer à Tetris. Là. Ah, 100%. Tu sais, il faut dire aussi, là, l'espace, c'était rien de comparable à ce qu'on a actuellement. Là. On a 5000 pieds carrés, on a de la place en masse pour faire de la construction, ajouter des nouveaux habitats sur mesure pour les animaux. Dans ce temps-là, dans l'annexe chez tes parents, là, on s'entend, là, c'était l'équivalent d'à peu près comme la cuisine ici, là, sur 2 étages. Ouais. Fait qu'on rentrait toutes ces petites bêtes-là dans un espace qui était plus restreint. Puis c'est drôle, hein, maintenant, on a les bureaux fermés et tout, mais dans ce temps-là, quand on répondait au téléphone, c'était atroce, là, les perroquets dans les bureaux. Je me rappelle quand on revenait d'animation, il fallait pas faire de bruit parce que là, il y avait le téléphone qui roulait. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas autant de perroquets parce qu'on s'entend que c'est ça qui fait beaucoup de bruit maintenant. Tout à fait. Pour pas mentionner Coco. Ouais, exactement. Mais quoique, avant de déménager dans ce local-là, on avait Jeannot. Moi, j'ai un souvenir d'un matin, j'arrivais de bonne heure, autour de 5h30. Dans ce temps-là, les perroquets, ils dormaient à l'étage. Puis nous, quand on arrivait, on était au niveau principal ou au rez-de-chaussée, si je peux dire. Je me souviens, un matin, j'ai été accueillie, là. Oh, c'était terrible. Jeannot qui était un cacatoise. Oh mon Dieu! Le Jeannot, il était infernal quand il partait là, sur des cris. Drôle d'accueil quand même à 5h30 le matin quand tu prépares tes animaux, disons. Ah, des fois, il était pas sympathique. Là. Genre, des fois, il se mettait à crier fort. Là, on était avec un client au téléphone. Mais on l'expliquait aux gens. Les gens trouvaient ça comique. Nous autres, on était comme, oui, c'est comique, mais... Mais pas à long terme, mais pas tout le temps. Exactement. Non, au téléphone, c'était compréhensible, là, mais ce qui a motivé, en fait, le fait... Quand on a déménagé, d'avoir des bureaux qui étaient complètement séparés, là. Oui, parce que clairement, on était au téléphone, là, tu vois, on entend les tourterelles, ben les clients au bout du téléphone, ils l'entendaient aussi, la tourterelle roucoulée, là. C'était cacophonique pour nous aussi, mais dans le temps aussi, on faisait pas du téléphone 100% du temps. Non. Tu sais, dans le temps, là, moi, je me rappelle, je faisais les départs d'équipe le matin. Je faisais l'entretien, donc j'étais l'animalière, puis je faisais la gestionnaire de bureau. Maintenant, c'est tout rendu des départements à part. On est rendu des gestionnaires, des directeurs qui dirigent des équipes. Ouais. Moi, quand je regarde puis que je parle des fois avec certains animateurs, puis je suis comme, moi, des fois, j'étais la personne qui faisait tout ça. Oui, dans une journée de 8 heures, on était capable de tout rentrer ça. C'est fou, pareil. À cette heure, c'est un 8 heures gestion des animaux, un 8 heures animalière, un 8 heures au bureau, téléphone et tout. Ah ouais, puis juste faire l'entretien des animaux, autrefois, c'était peut-être un 4-5 heures par jour. Maintenant, c'est rendu faire le train de base, c'est un 14-15 heures. Oui, c'est 2 animalières à temps plein à chaque jour pour faire ça. C'est fou comme ça a évolué, là. C'est assez intense, mais on a eu une période, par exemple, qui a été un peu plus difficile, hein? On se le cachera pas, la COVID. Oui, ça a été... Quand je dis, là, les gens me demandent de la COVID, j'ai quasiment des fois des blind spots où ce que je me rappelle pas parce qu'on était tellement concentrés puis focus. Parce que nous, on est subventionnés à 100% par nos activités. Fait que je vais tout le temps me rappeler. C'est arrivé un vendredi. Un vendredi 13. Un vendredi 13. On apprend ça, que tout ferme. On a toutes les fêtes du week-end. On a tout le monde. Fait que là, on réussit à manager les clients. Puis là, je me dis juste, oh mon Dieu, il faut qu'on se prépare au pire parce que nous, du jour au lendemain, on a 100% des dépenses, mais on n'a plus aucun revenu. C'est des vies, là. On parle d'entendre, on avait une trentaine de postes. On avait à peu près 400 animaux, même 350 peut-être dans le temps. Puis là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec ces animaux-là qui sont habitués de sortir, qui sont habitués de voir des gens? Là, on va les isoler. Tu sais, c'est beau, nous, s'isoler, on peut se parler, même l'être humain, ça a été difficile limite, aussi. Là, avec nos téléphones et tout, tu sais, on a quand même des moyens de communication. Eux, ils voyaient plus de gens. Non, puis ils comprenaient pas. Tu sais, je me rappelle, Coco, dans le temps, là, mon Dieu, qui était tanné de nous voir, là, puis ça se voyait, là, puis il allait à côté de son transporteur, puis il nous regardait, puis il était comme « bye-bye, bye-bye ». Ça voulait tout dire, mais comme, fallait gérer. Fait que le fait de devoir réagir, d'être en situation de crise, puis de dire, mon Dieu, OK, on a fait la liste de tous les animaux qui avaient besoin de plus de stimulation, on a contacté toute l'équipe d'animateurs, tout le monde, tous les animaux qui avaient besoin de plus d'attention sont partis chez les gens pour avoir plus d'attention, ce qui a réduit le temps d'entretien ici, ce qui a fait qu'on a pu continuer avec le bénévolat de s'occuper de tout le monde, que les animaux manquaient de rien.
On a vendu des autos, il n'y a rien qu'on n'a pas fait, mais moi, ce que je retiens de ça, pour vrai, c'est juste l'énorme travail d'équipe. Ah, 100%. Mais c'est ça qui définit un peu Éducazou. On est une famille, c'est de l'entraide. Puis quand on travaille chez Éducazou, on est passionné des animaux, on aime nos animaux. Dans le fond, nos animaux, c'est nos collègues. Ah ouais. Donc, on veut en prendre soin. Puis pour aller pallier avec ce côté-là, manque de stimulation, ben on a mis sur pied des nouveaux services. En dans une semaine, on a créé, testé et commercialisé notre service qu'on appelait à ce moment-là Éducazoom. Éducazoom, pour animer en virtuel. Moi, je me rappelle, le 13 mars, ça l'arrivait. Puis déjà, début avril, on vendait notre première fête virtuelle. Ouais. Puis là, on a animé au Canada. On a même animé une fête en France. Là, c'était compliqué. On était comme, on dit comment les gens vont nous payer en avec euros. Le décalage on a horaire pas aussi. Ça, le décalage. Ouais, c'était vraiment spécial. Puis c'est particulier parce que non seulement on a commencé à faire les activités Zoom, mais ça a découlé aussi sur un autre service qui était pas super commun, mais qui, avec la pandémie, c'est rendu un peu plus... ben, c'est popularisé dans le fond. Popularisé, voilà. Parce qu'au début, les Facebook Live, ça n'existait pas, là. C'est comme quasiment un peu nous qui a amené ça pour dire, OK, comment qu'on fait pour animer des grands groupes? Puis, écoute, je me rappelle, au début de la pandémie, tu faisais un live par jour parce qu'on était comme pauvres parents qui sont pris avec les enfants à la maison. Exact. On voulait pas que les gens nous oublient, mais on voulait pas que notre mission arrête. Et je me rappelle, on terminait l'entretien, on était en 3-4 téléphones. Après ça, on était comme, OK, let's go, on se part un live. Pendant le dîner, on se préparait. Bon, OK, quel animal on choisit aujourd'hui? 30 minutes d'information. On répondait en live aux questions. C'était super cool pour vrai. Les gens ça a été une super belle expérience. Restés informés aussi. Tu sais, on a continué notre mission, dans le fond. Même en étant en pandémie, même en voyant pas les gens, on a continué à les éduquer, on a continué à les sensibiliser parce qu'il y avait toujours une portion où on parlait les de ça. lives. Là. Ah ouais, moi, je me rappelle, on se faisait écrire des courriels. Des fois, c'est quand vos prochains lives. On a offert des lives pour l'Alberta, on a offert des lives pour Colombie-Britannique. Mon Dieu, jamais j'aurais pu penser que la mission d'Éducazou se rendrait aussi loin. Parce que pour moi, c'était comme dans ma tête, à ce moment-là, c'était comme non, il faut prendre un véhicule pour se déplacer, mais on a réussi à rendre ça interactif, faire que les gens voulaient même en apprendre plus sur l'animal, mais même si c'était virtuel, parce que c'était le fun, on pouvait montrer l'intérieur des animaux, filmer dans les oreilles des animaux, dans les yeux, dans le nez, ce qu'on peut pas faire normalement, c'est invasif, là, pour notre petite surprise là, qui est ici. Là. Puis d'ailleurs, pourquoi tu as choisi surprise aujourd'hui, Roxane? En fait, surprise et les chinchillas en général, c'est les animaux que j'aimais beaucoup présenter en animation parce que je trouve que c'est un animal que tout le monde trouve cute. Tout le monde trouve doux. On s'entend quand tu touches un chinchilla, là, c'est l'animal le plus doux au monde. Oui, exactement. C'est vraiment toucher un nuage. Et j'adorais le présenter parce que, outre ces deux petits côtés mignons et adorables, il y a plein d'autres informations que les gens ne connaissent pas à propos du chinchilla. Notamment, c'est un rongeur. Donc, c'est un animal qui va gruger. Il ne faut pas qu'il se promène dans la maison. Il peut gruger des fils électriques. Puis on ne veut pas que notre chinchilla, il soit électrocuté. Exactement. Donc, c'est un rongeur. Ça a besoin d'avoir des soins particuliers au niveau des dents aussi. Il faut s'assurer que les dents ne poussent pas trop ou qu'ils sont bien limées. Bref, avec le grugeage. Ensuite, c'est un animal qui est nocturne. Donc, lui, son moment actif dans la journée, c'est clairement pas quand nous, on est réveillés. C'est vraiment quand nous, on dort. Donc, c'est pas un animal qui apprécie nécessairement se faire manipuler durant la journée. Outre ça, animal très stressé. Dans la nature, là, le chinchilla, c'est une proie. Et c'est une proie, il est habitué, en fait, de se sauver. Du moment qu'il y a un bruit sec ou n'importe quoi, lui, il est comme « Oh my God, je vais me faire manger! » Fait qu'il va se cacher. C'est pour ça qu'on le met dans un bocal aussi. C'est pour ça qu'on le met là-dedans. Parce qu'il sent en sécurité, parce qu'il sent dans son petit terrier. Exactement. Puis, outre ça, c'est aussi un animal dont l'entretien doit être quotidien. C'est un animal qui est propre niveau urine, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre une litière, il va faire son urine dans la litière, mais au niveau des crottes, aïe, c'est pas réglé cette histoire-là. Lui, quand il fait des crottes, c'est partout, 150 crottes à 200 crottes par nuit, donc c'est vraiment un nettoyage qui est quotidien. Mais c'est un animal qui est super fascinant. Comme tu l'as dit, c'est le plus doux au monde. Au niveau de ses poils,
par centimètre carré. Donc, on s'entend sur une toute petite superficie, c'est environ 20 000 poils. C'est fou, hein? C'est énorme! Un des trucs que j'aimais le plus dire aux gens puis qui les étonnait, c'est sa technique de défense parce que dans le fond, ils habitent en cordillère des Andes puis le fait, moi, ça m'a toujours impressionné de voir comment les animaux peuvent s'adapter à leur milieu, mais le fait de voir que le chinchilla, quand il se fait agripper par un aigle, a développé la capacité de perdre son poil pour se sauver. Puis ça, c'est quelque chose qui est tellement important avec les Ducazou parce que c'est tous des signes que nos naturalistes font tellement attention. Tu sais, juste le fait qu'on enseigne aux gens de prendre un chinchilla dans un bocal, puis à quel point c'est important parce que c'est un animal qui aime pas ça se faire prendre. Donc, le fait qu'on soit capable de dire « Hey, non, on lui apporte un bocal, c'est comme un terrier. » Puis le fait qu'il apprécie ça. Fait que c'est aussi de dire, tu sais, c'est pas juste manipuler des animaux, c'est apprendre à le faire éthiquement. Puis on s'entend que nos chinchillas, quand ils vont sur la route, sont excités, là. Tu sais, quand on arrive avec un bocal ou avec de l'avoine qu'on leur donne, ils ont hâte. Ça, je trouve que c'est tellement une belle mission des Ducazou, puis quelque chose de tellement important. C'est pas juste parce que l'humain veut le prendre qu'il faut laisser de côté les sentiments de l'animal. Il faut que ce soit mutuel. Là. Exactement. C'est super important que quand on amène un animal sur la route aussi, il faut y aller avec son besoin de stimulation. Il y a des espèces, des individus, même parmi une même espèce, qui vont avoir des besoins de stimulation qui sont totalement différents. Il y en a qui vont vouloir sortir tout le temps, puis il y en a qui vont sortir quelques fois par semaine, limite une fois par semaine, puis eux autres, ils ont leur dose de stimulation. Là. Puis Surprise, il y a vraiment une belle histoire, puis il cadre tellement bien aujourd'hui, parce que dans le fond, Surprise, on l'a appelé comme ça parce qu'on avait accueilli une maman qui était enceinte, chinchilla, qu'on savait pas. Puis un matin, on est juste arrivé dans le local, puis surprise, il courait, puis je vais m'en rappeler toute ma vie, j'ai ouvert la porte des Ducazou, puis je voyais genre une petite boule de poussière qui roulait, parce que quand ils sont bébés, tu vois trop pas les oreilles, puis les petites pattes sont toutes cachées, puis on aurait dit genre une petite boule de watt, là, tu sais, comme dans les films western, là, qui tourne, puis moi qui comprends rien le matin, puis qui me tape le visage, mon Dieu, est-ce que je suis réveillée ou je rêve? Puis là, c'est Surprise qui est comme juste, wouh, qui a the best time of his life, parce qu'il est sur le plancher puis il court. Puis c'est ça, puis on avait aucun doute que la maman était enceinte parce qu'elle était nouvelle, on savait pas, on pensait qu'elle avait juste ça mangé. Mais dans le fond, il y a Surprise qui est arrivé. Puis Surprise qui a tout le temps été un chinchilla qui est tellement drôle, tellement caractériel, il a tellement une grande énergie là. Spéciale. Ouais, exactement. Puis là, dans le fond, j'ai amené quelque chose qu'on n'a pas le loisir de montrer en animation. J'ai amené un bocal de sable. C'est ça qui est le fun avec les virtuels pour faire un lien, c'est qu'on peut s'en permettre un peu plus. Ben voilà, exactement, les choses qu'on ne montrerait pas normalement en animation. Donc, pourquoi un bocal de sable? Il se peut plus, là, il se peut plus. Pourquoi un bocal de sable? En fait, c'est que les chinchillas vont se laver dans le sable parce qu'ils ont tellement le poil épais que s'il était mouillé, par exemple, ben, ils ne sécheraient pas. Ça pourrait leur occasionner des problématiques comme des moisissures, par exemple. On va le regarder, vous allez voir, là, c'est super mignon. Puis dans le fond, il fait ça parce que quand il roule, dans le fond, les particules de sable vont vraiment s'insérer dans son poil pour aller nettoyer. Fait que c'est vraiment comme une technique. Puis c'est une technique qu'on trouve chez Chinchilla, mais qu'on trouve aussi chez d'autres animaux, par exemple le dégu. Oui, les octodons, on va trouver ça. Hamster winter white, aussi les hamsters russes. Effectivement. Est-ce que tu te laves? Je pense qu'il est gêné. C'est sûr que... Se laver devant tout le monde comme ça, hein, il est peut-être un peu pudique. Moi, c'est pas ça que je ferais ça, Roxane. Moi, je trouve que c'est un peu gênant, un petit peu. Ben, écoute, il va peut-être se donner d'ici la fin de l'épisode. Bon, en tout cas, parce qu'il gratte tout le temps, mais après ça, il se tourne. Effectivement. Ben, c'est comme les enfants, quand ils font quelque chose, tu essaies de le faire, ils font pas. C'est pareil avec les animaux. C'est ça. Ben, en même temps, on peut pas forcer les animaux. Si ça ne tente pas de faire quelque chose, regarde, c'est correct. Son bain est à sa disposition. Tu as tellement raison, Roxane, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Fait que, ben écoute, Roxane, je te remercie. C'était super intéressant. Merci, Surprise. Peut-être qu'il va prendre son bain après, on sait pas. Voilà. On vous invite à commenter. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chinchilla, sur les Ducazou, sur notre évolution. Ce qui est sûr, c'est qu'on est loin d'être à notre dernière parution. Donc, on vous invite pour un nouvel épisode la prochaine fois. Puis on vous dit à très bientôt.